Pression financière, incitation à l'insurrection, attaques terroristes coordonnées, harcèlement numérique, matraquage numérique, le Sahel semble harcelé de tous côtés. Un nouveau plan de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel est-il mis en branle? Analyse de la conjoncture politico-sécuritaire au Mali, au Burkina et au Niger avec nos invités déjà installés au plateau. Luc Koumé Abalo Abaki est avec nous. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Luc qui nous retrouve après quelques semaines d'absence. Il est journaliste écrivain. Il est le président exécutif également de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. En sa compagnie, l'homme qui ne change pas, son excellence, Sagoyou Kegeoui en personne. Bonjour. Oui, bonjour à toi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ils sont très nombreux au rendez-vous aujourd'hui. Vous êtes ancien ambassadeur, journaliste togolais, alerte. Un nouveau plan coordonné de déstabilisation de l'AES est-il déjà mis en branle? C'est le terme du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire également sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct. Notre page officielle YouTube, New World TV, également sur Facebook. Nous attendons vos contributions. Alors, chers invités, la semaine ou les jours qui viennent de passer ont été difficiles pour les pays de l'AES, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger, avec des attaques terroristes coordonnées. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Que voyez-vous à travers ces attaques simultanées dans ces trois pays? Luc Abaki. Non, je pense que la bonne question, c'est de savoir si les promoteurs du terrorisme, les financiers, en tout cas tous ceux qui ont conspiré depuis toujours contre l'Afrique et notamment contre les pays du Sahel, ont renoncé à leur projet. Si nous sommes tous d'accord qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet, il est clair qu'ils puissent encore continuer à persister justement dans ce projet funeste qui est contre les intérêts des peuples du Sahel, justement parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'en réalité, cette initiative qui avait été déjà prise au Mali en 2021 par Assimi Goïta et qui consistait à affirmer la souveraineté, à réorganiser la société malienne et à faire en sorte à initier de nouveaux paradigmes de sorte que ce pays-là puisse véritablement assumer son indépendance, sa liberté, sa souveraineté. Et ce phénomène qui a donc pris corps et qui s'est donc amplifié vers le Burkina et le Niger, que c'est un chemin irréversible et que ces dirigeants-là sont restés extrêmement dynamiques, focus, concentrés sur cette vision-là et s'activent chaque jour un peu plus. Parce qu'au départ, lorsque cette action avait été initiée, il y avait un tollé général, les gens les avaient pris pour des plaisantins parce que jamais dans l'histoire de notre Afrique, en tout cas, supposée être indépendante, entre guillemets, il y a eu de dirigeants qui avaient eu cette audace de faire chasser les soldats européens, occidentaux, de prendre un certain nombre d'actes audacieux qui donnent le sentiment que, écoutez, on a commencé à s'assumer par nous-mêmes. Mais le temps passe et les pays de l'AES sont en train de faire du chemin. Ils marquent des pas décisifs, non pas seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan social, économique, dans l'organisation de la société, avec la création d'un nouveau narratif pour ce peuple. Alors, dans un tel contexte, les impérialistes qui trouvent tout intérêt à déstabiliser nos pays, à les maintenir dans l'instabilité et à faire en sorte qu'ils ne soient pas gouvernables, sont obligés de redoubler de vigilance et de persister justement dans ce projet funeste et pécamineux de nous détruire à tout prix. Donc, on ne peut pas être étonné justement par la recrudescence de ces initiatives terroristes qui consistent donc à semer dans l'esprit non pas seulement des dirigeants du Sahel, mais aussi du peuple, une forme de doute. Parce que justement, c'était par cette astuce qu'à travers la traite négrière, la colonisation, etc., ils ont réussi à déminer dans l'esprit du citoyen africain la foi et la croyance, en tout cas tout ce qui participait à créer justement le regard que l'Africain porte sur son environnement, sur sa communauté et qui lui permettait d'évoluer. Et donc, à partir du moment où on sème le doute, on met le chaos, on met la confusion, on n'a plus de repères. Il me semble que ce chantier-là est vraiment maintenu par les impérialistes
Et je suis heureux de constater que les pays de l'AES ne renoncent pas à leur engagement. Ils restent déterminés, résolus, et on ne peut qu'en être véritablement heureux au regard justement des résultats qu'ils sont en train d'engager jusqu'à présent. Le projet maintenu, on dirait même amplifié, excellent. Ce qui s'est passé au Mali, c'est presque sans précédent. 7 attaques coordonnées avec des centaines de terroristes mis en jeu. Au Burkina Faso, on a dénombré pas moins de 600-700 assaillants. Au Niger, au même moment, ce sont des moyens colossaux qui ont été mis en jeu. Pas une coïncidence sans doute. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te surprend. L'ampleur de ces attaques, oui, mais et la coordination. Il y a des pays qui jouent leur survie. Ils jouent leur survie. Ça fait à peine 2 ou 3 ans, Mali, Burkina, Niger, quand ils vendent leurs biens, ils ne versent pas l'argent dans une banque mafieuse qui centralisait l'argent des nègres. Ils ne versent pas là-bas. Et déjà, le pays tire la langue comme un chien assoiffé. 3 pays, ils tirent la langue. Donc, si on ne décourage pas les 3 pays, mais les autres pays vont suivre. Et ils vont faire comment? Mais la France joue sa survie au Sahel. Ce n'est pas un plaisir. C'est une question de vie ou de mort. Donc, que personne ne croit qu'un bon matin, on va dire, bon, écoutez, les pays du Sahel, ça va, on fait la paix, chacun. Non, ça n'arrivera jamais. On fera tout et tout pour les empêcher de réussir, pour les empêcher d'avancer. Moi, ça ne m'étonne pas. Tous les pays ont le droit de faire ce qu'ils peuvent pour vivre, pour que leur population vive à l'aise. Et pour que la population française vive à l'aise, il faut que la France officielle saigne à blanc les pays africains noirs. Mais ce que je ne comprends pas par contre, c'est qu'il y a des noirs qui acceptent qu'on les saigne pour gaver d'autres populations. C'est ces noirs-là qui posent des problèmes. Parce que si ces noirs ne posaient pas de problème, les 700 ou combien de terroristes que tu dénonces au Burkina, et combien au Mali, combien au Niger, mais c'est des noirs. C'est des noirs qu'on a lancés pour massacrer leurs frères, pour que le blanc vienne prendre les richesses de ce frère. Et les noirs ils vont à cœur joie. Mais tu n'es pas surpris. Chaque jour, le nombre de personnes radiées par les forces armées des 3 pays, mais on dirait des fourmis. On dirait que chaque fois on en tue un, il y a 10 qui surgissent des sables du désert. Tu as vu le film La Scorpion King. Il y a des choses qui sortent des sables du désert pour attaquer. Tu ne te demandes pas, ils sortent d'où? C'est des noirs. Parce qu'on a cramé le cerveau des noirs avec des religions bidons. Et dès qu'on a cramé ton cerveau avec une religion à laquelle tu ne comprends rien, tu agis, tu obéis au doigt et à l'œil à ce que cette religion te dit de faire. Or, aujourd'hui, ce que les gens font dans le Sahel, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais on utilise la religion, on sait que c'est l'arme la plus facile pour les convaincre. On utilise la religion et on les lance à l'assaut, au massacre de leurs frères. Donc, les 3 pays du Sahel qui sont là-bas, ce n'est pas eux seuls, Gilles. Ce n'est pas eux seuls. Tous les autres pays autour qui ne sont pas décidés à aller faire la guerre contre les Sahéliens, mais ils sont menacés eux aussi. Il faut qu'on voit les choses comme elles se présentent. Je n'invente rien. Vous le voyez, vous tous, vous le constatez. Alors, il y a des pays, au-delà des individus, qu'on prend des Noirs pour aller tuer d'autres Noirs, il y a des États légalement constitués qui s'organisent, des États noirs, frontaliers des pays martyrs du Sahel, qui s'organisent pour faire des guerres coloniales à la place du blanc, faire des guerres coloniales contre les pays du Sahel. Quels crimes ils ont commis? Tu cherches même au microscope électronique, tu ne vois aucun crime. Tu ne vois pas de crime, tu ne vois pas de traces de crime, parce qu'il n'y a pas de crime quand quelqu'un dit « je veux être libre ». Quand quelqu'un dit « je veux gérer moi-même mes biens », quand quelqu'un dit « je veux être souverain chez moi ». Parce qu'on ne peut pas nous enfumer avec la démocratie pour nègres, parce que tout le monde sait que si tu n'as pas la liberté, si tu n'as pas la souveraineté,
si tu n'as pas chose, mais tu ne peux pas être démocrate. On fait démocratie avec qui? Mais les nègres ont embauché ces trompettes et tous les petits nègres qui ont étudié 2 ou 3 ans dans ces pays-là se font passer pour des démocrates. Tu es démocrate en quoi quand ton peuple est asservi, quand ta population meurt de faim? En quoi tu es démocrate? La démocratie n'est pas pour affamer les populations. La démocratie, c'est de procurer d'abord le minimum à chaque habitant de ton pays. Donc ce n'est pas la démocratie le problème, peut-être la mauvaise application. Je voudrais qu'on continue de creuser, de questionner davantage. Oui, la démocratie est un problème. La preuve, c'est que même ceux qui professent démocratie, elle ne marche pas. Mais elle ne marche pas. C'est que c'est un problème. Oui, un autre débat. Donc, voilà. Questionnons davantage les moyens mis en jeu pour ces attaques de ces dernières semaines. Pas moins de 4 000, 5 000 personnes mobilisées avec la logistique, l'alimentation, le matériel roulant, les armes, les munitions, leur rétribution également. Mais ça va au-delà des moyens de groupes terroristes éparpillés un peu dans la forêt, là. C'est évident. D'abord, on ne peut même pas s'interroger sur la nature des équipements, le caractère sophistiqué de tout ça. Tout simplement parce que, mais qui a fabriqué l'arme? Dans tous les pays d'Afrique, il y en a combien qui sont capables aujourd'hui de fabriquer une arme? Alors, c'est clair que les armes ont été fabriquées quelque part. Mais quel est le but pour lequel les Occidentaux ont fabriqué l'arme? Ce n'est pas forcément pour se protéger. C'est en réalité pour conquérir. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour cela que, dès le départ, ils ont essayé d'abord de mettre cet opium qui consiste à nous divertir avec des concepts religieux. Mais lorsqu'ils ont vu une résistance farouche sur le sol africain, où les Africains tenaient tant au sacré, à tout ce qui a de la dimension spirituelle, etc., ils ont déversé l'arme. Ils ont commencé à utiliser justement l'arme pour dissuader, en tout cas, amener des gens à se désaxer totalement. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en réalité, l'occidental est resté cohérent, logique, parce qu'il est convaincu que c'est par la conquête, c'est par le pillage des ressources des autres qu'il peut se construire. Et l'histoire le démontre avec beaucoup d'intérêt. Aucun pays européen, en tout cas conquérant d'hier, n'a été capable de se construire autrement que par les ressources recueillies, en tout cas sur nos territoires, à travers la traite négrière, à travers la colonisation, à travers tout ce qui nous a été imposé pour développer une économie d'exploitation, etc., etc. Et donc aujourd'hui, si on voit que les 3 pays sont en train effectivement d'être résolus à s'organiser, à affirmer leur identité, à faire en sorte à assumer leur économie, etc., etc., ça veut dire qu'il faut redoubler non seulement de vigilance, mais aussi de moyens. Voilà pourquoi les recrutements se font à une échelle plus grande, avec un investissement plus colossal et des armes qu'on déverse volontiers sur le terrain, de sorte que finalement, on finisse par les faire démordre. Et à leur faire comprendre que, écoutez, si c'est une question d'armes, c'est nous qui les fabriquons, c'est nous qui en disposons, nous avons la possibilité de mobiliser autant que possible. Vous voyez? Donc, face à cette situation-là, il est clair qu'aujourd'hui, les impérialistes ne peuvent plus nier leur implication directe ou le fait qu'ils jouent un rôle catalytique réel dans le projet de déstabilisation de ces pays-là. Aucun pays, en tout cas occidental, impliqué dans cette histoire ne peut aujourd'hui nier, parce que nous savons que c'est là-bas que les armes se font, c'est là-bas que tous les drones, etc., se fabriquent et sont déversés avec des complicités justement sur nos territoires, etc. En tout état de cause, face à cette situation aussi périlleuse et vraiment à la limite catastrophique, il est important d'exhumer en nous un nouveau narratif, le discours qui va permettre à chaque citoyen, aussi bien du Sahel que de l'Afrique dans son ensemble, de comprendre en quoi il peut participer justement à contribuer pour faire démordre justement ces impérialistes-là. C'est là où justement le leadership devient intéressant. Et j'observe avec beaucoup d'intérêt que les 3 dirigeants du Sahel sont vraiment engagés. Ils sont mobilisés. Et malgré tous ces équipements, aussi lourds que sophistiqués, qui sont déversés, et le recrutement massif qui est opéré, vous voyez que les résultats sont là, que ces terroristes-là sont décimés au jour le jour. C'est tout à fait intéressant. Mais au-delà de ceci, le combat militaire ne suffira pas pour arriver à bout, justement, de ce fléau pernicieux.
il va falloir justement investir dans le mental même du citoyen africain et en tout cas du Sahel. C'est là où le discours qui est servi au peuple est important. De sorte que chaque citoyen se sente en combat entier. De sorte que tout le monde se mobilise pour mettre hors d'état de nuire ces impérialistes, en tout cas ces traîtres-là qui trahissent le projet de libération de 3 pays et par conséquent de l'Afrique dans son ensemble. Ça veut dire qu'on est tous d'accord que, comme l'a dit l'ambassadeur, ce sont des Noirs qu'on recrute. Il y a certes des Blancs qui viennent pour reformer, etc. Mais l'essentiel, ce sont nos concitoyens. Ce sont les concitoyens du Sahel qui sont recrutés pour un projet qui n'est pas constructif pour leur pays. Voyez? Donc ça veut dire que le travail, il est entier, de sorte qu'on puisse assurer à la fois l'épanouissement des peuples, l'épanouissement mental, intellectuel et psychologique, de sorte qu'on comprenne que si nous ne nous mobilisons pas autour de ce projet commun de construire nos États, personne ailleurs ne pourra le faire. Et donc l'impérialisme va toujours utiliser nos divisions, nos manquements pour justement s'infiltrer et nous plonger dans le chaos. Oui, mais Excellence, au Burkina par exemple, même un drone, un kamikaze, a été repéré et détruit. Il se dit que les armes envoyées par l'OTAN en Ukraine reviennent alimenter les conflits terroristes au Sahel. C'est extrêmement dangereux, on l'avait toujours dit, mais maintenant on voit les conséquences de visu. Et tu fais bien de parler de l'Ukraine. Comme l'a dit la dame, la Maria Galacteros, elle parlait de Zelensky qui a été recruté pour faire la guerre. Zelensky a été recruté par les puissants de l'OTAN pour faire la guerre. Donc c'est une recrue. Il ne peut pas dire « Ah, je vais arrêter la guerre » parce que ceux qui l'ont recruté ne lui ont pas encore dit que la guerre est finie. Or, parmi les recruteurs de Zelensky, se trouve un plus acharné que les autres. C'est lui qui dit non, la guerre ne doit pas finir. En fait, les gens croient que c'est la guerre en Ukraine qui les intéresse. Non, ils utilisent la guerre en Ukraine pour reconquérir l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut de temps à autre aller chercher dans l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis sont arrivés à l'Est, en Ukraine, dans d'autres pays, ils sont combattus. Mais en Ukraine, ils ont un héros. Jusqu'ici, il est adulé, il est adoré comme Dieu par Zelensky et les siens, un certain Stepan Bandera, qui était plus nazi que les Himmler, comment on appelle ça, les Göring, lui, il était plus nazi que tout ça. Il a fait exécuter des milliers de juifs. On nous dit que Zelensky est juif, alors on se pose toujours des questions. Il a fait exécuter des milliers de juifs et en bon nazi, on tue les juifs, on tue les handicapés, on tue les homosexuels, on tue en bon nazi. Aujourd'hui, les nazis ont repris le contrôle de l'Ukraine. Les soldats ukrainiens, en fait, c'est des SS, c'est-à-dire que les plus coriaces, les plus cruels des soldats de Hitler avec leur chef qui était Himmler. Donc, aujourd'hui, ces soldats, c'est des SS et ils brûlent d'envie de venir construire des camps de concentration en Afrique. Parce qu'un nazi, s'il n'a pas fait camp de concentration, il n'est pas heureux. Donc, les pays qui nous bourrent le crâne de discours démocratiques, droits de l'hommiste et autres conneries du genre, c'est eux qui recrutent donc ces nazis pour les envoyer en Afrique. Et récemment, je crois que la Russie a dénoncé un pays africain, en l'occurrence la Mauritanie. Deux pays, l'Algérie. Oui, l'Algérie, elle était dedans depuis. Donc, la Mauritanie, par où passent et les recrues, et les armes, et les équipements pour venir tuer les Noirs. Tout le monde est d'accord quand il s'agit de tuer les Noirs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils courent. Alors, c'est pourquoi dans nos pays, quand je vois de pauvres bougres qui s'agitent, qui croient qu'ils sont quelque chose, que le blanc le regarde, le blanc ne te regarde pas. Parce qu'il attend juste ton tour. Toi, on te charge de tuer ton frère. Quand tu finis de tuer ton frère, on s'occupe de toi. Ça a été toujours comme ça quand il s'agit des Noirs. Il n'y a aucun respect pour les Noirs. Et évidemment, moi, je me dis que, mais est-ce que vraiment le Noir mérite qu'on le respecte? Quand tu ne connais pas tes intérêts, quand tu es prêt à tuer ton frère, quand tu es prêt à raser ton pays, quand tu es prêt... Mais, donc, le Noir, à la limite, ne mérite pas qu'on le respecte. Donc, ces gens, les Ukrainiens, la guerre continue en Ukraine parce que les gens veulent utiliser la guerre d'Ukraine pour finir leur guerre au Sahel.
Qui veut la guerre en Ukraine? Principalement. Il y a Macron. C'est lui, matin, midi, soir. La guerre doit continuer. Il doit envoyer 20 000 soldats, 30 000 soldats. Il doit envoyer quelles armes. Bon, Poutine l'a mis et remis en garde. Mais ça ne lui dit rien. Poutine croit que c'est l'Ukraine qui intéresse Macron. Non. L'Ukraine, il s'en fout. Macron s'en fout de l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, même s'ils avaient gagné la guerre, les richesses de l'Ukraine seraient partagées entre les pays de l'OTAN. Alors qu'au Sahel, s'ils gagnent, les richesses du Sahel sont pour la France seule. Donc, c'est ces gens-là qui veulent que les nazis ukrainiens viennent s'occuper des Noirs. Parce qu'ils estiment que les autres soldats blancs, ils sont trop gentils, trop aimables, hein, que ceux qui étaient venus avec les Barkhane, les machins, ils étaient trop gentils, puisqu'ils passaient leur temps dans les bordels à Bamako. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur du Mali en France, et il a été chassé le lendemain matin, persona non grata, parce que les soldats... Mais les nazis ne passeraient pas leur temps dans les bordels à Bamako, ils seraient là en train de tuer les Noirs. Et c'est ce qu'on veut. Luc Kabaki, est-ce qu'on ne doit pas dire à haute voix, dénoncer avec vacarme ce mauvais trafic mortifère qui se fait entre l'Ukraine et le Sahel? Mais ce sera très dangereux pour tout le monde. C'est le moment ou jamais. C'est-à-dire que le blanc, il est resté dans une logique. Il trouve toutes les failles nécessaires, toutes les opportunités pour réaliser son projet qui est de ne jamais voir l'Afrique se développer. Vous voyez? C'est l'occasion de dénoncer effectivement cette pratique mais mafieuse. Ça veut dire clairement que cette histoire de guerre d'Ukraine n'est qu'un prétexte fallacieux et malhabile pour commencer ou recommencer un combat farouche contre les intérêts du peuple africain. Voyez-vous, on a dit aujourd'hui qu'il y a des milliers d'armes, mais qu'on ne peut plus contrôler en Ukraine, et justement parce que l'Ukraine est un pays déstabilisé, qui n'a même plus d'autorité, etc. Et donc, c'est le cœur de tous les trafics nécessaires. Mais le plus malheureux dans tout ça, c'est le fait que des pays africains, voisins justement du Sahel, puissent se rendre complices justement de cette opération malsaine, dont le but est précisément de tuer des vies humaines. Est-ce qu'ils sont complices ou ils n'arrivent pas à contrôler leur vaste territoire? Supposons que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Mais il est clair que si jamais vous constatez avec autant d'évidence que votre territoire est servi, en tout cas est utilisé de façon en tout cas incontrôlée pour faire passer des choses. Le minimum au moins c'est de dénoncer. Mais quand il s'agit d'un petit drone malien, on trouve les moyens de... Eh bien voyez-vous, justement, c'est pour dire que oui, c'est le moment ou jamais pour l'Africain de prendre conscience de ce que on ne peut plus continuer, en tout cas en ce 21e siècle, où toutes les opportunités sont quand même offertes justement au peuple du monde, de se construire par eux. On ne peut plus continuer par subir les événements aussi tragiques que ceux-là que nous sommes en train d'observer. Et c'est très malheureux qu'après autant de préjudices causés par l'esclavage, la colonisation, etc., on ne comprend pas que c'est dans notre unité, que c'est dans la dynamique unitaire que nous pouvons avoir les ressources nécessaires pour contrer cette avalanche d'attaques de l'occidental dans un but qui est précis, de récolter tout ce dont nous disposons pour se construire, oui. Et donc, si jamais, je pense, en tout cas, c'est le moment, si les institutions régionales et sous-régionales ne sont pas en mesure, malheureusement, de dénoncer ce fait, parce que je ne vois pas comment un représentant de la Russie aux Nations Unies peut dire aussi clairement que les armes quittent l'Ukraine et passent par la Mauritanie pour justement alimenter les groupes terroristes dans le Sahel. Il peut le dire dans l'air. Ça veut dire qu'il a des éléments probants. À partir de ce moment-là, les institutions régionales et sous-régionales devaient s'en saisir. Même si ce n'est pas le cas, parce que nous savons que ces institutions n'ont pas de crédibilité, se sont fracturées à tout point de vue. Même les dirigeants de chaque pays devaient trouver le prétexte nécessaire pour dénoncer cela. Et interpeller justement ces pays voisins-là. C'est vrai qu'il n'y a pas que la Mauritanie. On a parlé cette fois-ci du cas de la Mauritanie. Mais on sait que les pays complices sont là tout autour. Et même il y a des complicités internes aux pays du Sahel qui font que justement on arrive à trouver des couloirs par lesquels on alimente justement ces groupes terroristes-là. On n'a pas d'autre choix que de contrer cela. Et la contribution de chacun est vraiment importante. J'espère qu'à travers ce tollé-là, qui est en train justement de se lever contre ce trafic malicieux, malveillant et malhonnête, les pays là vont se ressaisir pour comprendre qu'on n'a plus, en tout cas, d'autres choix que de travailler ensemble. Excellence, ces attaques coordonnées notamment au Mali, est-ce qu'elles ne constituent pas le chapitre militaire
du plan de déstabilisation qui a commencé avec l'arrestation d'une cinquantaine d'officiers, dit-on, et je vous ai diplomate parlé français. ici la dernière fois de coup d'État permanent. Bon, diplomate, malgré lui. Le terroriste diplomate. C'est de lui que tu veux parler, non? Le terroriste diplomate. Le militaire français de la Oui, DGSE. ils ont dit que c'était un pauvre petit mécanicien. Après, eux-mêmes reconnaissent qu'il est de la DGSE et qu'il est venu pour ce que tout le monde sait. On ne leur fait pas dire ça. C'est eux-mêmes qui sont obligés de rétro-pédaler et de raconter leur vie. Mais de toutes les façons, les Maliens ne se trompent pas. Les Maliens ne sont pas dans l'émotion. Ils font un travail réfléchi, approfondi. Ils font des recherches. Ils ont les preuves dans les mains avant d'accuser. C'est ce que la France fait, d'ignorer. Le Mali n'accuse pas comme ça en l'air. Aucun pays du Sahel n'accuse en l'air. Quand il parle, il a les preuves, il les avance. Mais le problème, ce que nous disons, aujourd'hui, le vrai danger, c'est les pays africains autour du Sahel qui aident le colonisateur à venir martyriser les peuples du Sahel, oubliant qu'eux-mêmes, ils sont dans le plan de ces Occidentaux. Je voudrais rappeler que dans le communiqué malien, il est signalé l'installation d'une base de l'OTAN à la frontière avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est un rappel officiel. Oui, mais c'est un rapport officiel. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, moi je ne veux même pas les citer parce que tout le monde sait le rôle qu'ils jouent. Le Sénégal, lui, il est là, comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas dans quoi il est, on ne sait pas quel jeu il joue, mais c'est les mêmes à force de corruption, d'arrangement et de compromission qui se coalisent pour éliminer la race noire de la terre. Maintenant, ces gens, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui s'ajoutent à l'OTAN pour martyriser et détruire les pays noirs, je les invite sincèrement, les chefs d'État de ces pays, à se souvenir de Saddam Hussein, qu'on a dressé contre l'Iran. 8 ans de guerre et Dieu seul sait combien de millions. Il est où? C'est les Américains qui l'ont pendu. Je les invite à se souvenir de Mobutu, qui était un agent de la CIA. Lui, il n'était même pas un président normal. C'était un agent de la CIA. Il a massacré depuis Lumumba jusqu'à son départ du pouvoir. Dieu seul sait combien de gens il a massacré. Il a fini comment? Aucun de ces pays qui l'ont mis dans ce sale boulot ne l'a accueilli chez lui. Bongo, aujourd'hui, lequel des pays qui font les garçons de course de ces blancs, lequel d'entre eux peut rendre plus service à l'Occident que ne l'a rendu Bongo? Mais Bongo est mort où? Il lui est arrivé des choses auxquelles il ne pensait même pas. Tu prends Kadhafi, qui était vigilant, mais à un moment donné, il a cru qu'il a renoncé aux armes, disons, de destruction massive, qu'il est devenu l'ami des Occidentaux. On lui a déroulé le tapis rouge à Paris. Et celui qui a déroulé le tapis rouge, c'était son assassin, Sarkozy, et qui a appelé à la curée les Américains et les Anglais. Et aujourd'hui, tous, ils se partagent joyeusement les richesses de la Libye. Il y avait tous les oiseaux qui s'agitaient, général Haftar, général machin, ministre machin, démocrate ça. Mais tous ceux qui se sont agités au début des problèmes de la Libye, est-ce que tu entends encore leur nom? Ils sont tous morts comme des chiens dans l'oubli. On n'en parle plus. Parce que si tu aides le blanc à tuer ton frère, après, sa première préoccupation, c'est de t'éliminer toi-même. Parce qu'il ne veut pas laisser des témoins derrière lui. Alors, quand je vois dans ces pays, dans nos pays, des gens qui font du zèle et du surzèle pour nous, on aime les blancs nous aiment. Et puis, bon, viens mettre ton camp là-bas. Toi, tu mets ton camp de ce côté. Mais les camps là, un jour, c'est les Sénégalais et les Ivoiriens qu'ils vont tuer. Et ils sont là, ils croient que c'est les Sahéliens qu'on va tuer. Non, ils ne savent pas ce qui se passe. On a mis ces camps pas seulement pour combattre les Sahéliens, mais pour s'assurer que vous là, vous n'allez pas suivre le chemin des Sahéliens. Essayez une fois et vous allez voir ce que ces camps là vont vous faire. Mais déjà, il n'y a pas quelqu'un là-bas pour réfléchir, pour anticiper. Non. Donc, les attaques, je l'ai toujours dit, elles sont là, elles vont continuer. Il appartient à ces pays de programmer. J'ai dit ça un jour ici, que Traoré avait vu juste, le président Ibrahim Traoré avait vu juste en disant qu'il faut se préparer à une guerre de longue haleine. Comment les Vietnamiens se sont libérés, et des Français
et des Américains. Mais c'est pendant plus de 10 ans de guerre. Il ne faut pas que les gens croient que bon, la guerre, là, en 2 jours, on a fini de chasser les impérialistes. Ibrahim Traoré, il parle même d'une guerre de 4e génération, Lucas Baki. C'est ça. Certains sous-estiment les efforts que déploient les régimes de l'AES pour lutter contre le terrorisme. Mais si on voit la riposte qui a été lancée la dernière fois contre ces attaques simultanées, avec les résultats qui ont été obtenus, plusieurs centaines de terroristes neutralisés avec les moyens récupérés, on est tenté de croire que ces armées sont montées en puissance avec leur équipement également. C'est une certitude, mais je vais rebondir justement sur cette question, sur le communiqué du Mali qui signale la mise en place de bases militaires à la frontière du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Voilà le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui nous annoncent qu'ils ont acté le principe du retrait des forces militaires françaises qui étaient dans leur pays. C'est ça, non? Ils ont fait des communiqués pour dire, bon, ben écoutez, nous œuvrons pour que toutes ces forces-là, 43e BIMA en Côte d'Ivoire, ils sont démantelés, ils doivent partir, etc. Le Sénégal prône le même discours. Comment, de façon aussi paradoxale, vous actez le principe du départ de ces forces militaires coloniales et au même moment, vous acceptez le principe d'installation de l'OTAN? Ça veut dire que c'est du semblant, c'est de l'insincérité, c'est de l'incohérence, ce n'est pas du sérieux. Ça veut dire qu'on est dans un discours politique juste pour bluffer, pour tromper la vigilance, pour mystifier, mais en réalité, on est profondément ancré dans une forme de collaboration farouche avec l'OTAN, en tout cas les forces impérialistes qui doivent toujours continuer à œuvrer sur nos territoires. Alors pour revenir à la question, oui, on n'est pas surpris d'ailleurs par les résultats auxquels ces forces militaires de l'AES sont parvenues malgré l'ampleur justement des attaques. Pourquoi? Parce que vous savez, ces 3 dirigeants-là n'ont pas fait que réarmer en réalité, en tout cas rééquiper leur armée, mais ils ont fait un travail de fond qui est important. Je parle toujours du narratif. Lorsque vous travaillez pour reparamétrer et configurer le mental de vos citoyens, notamment des forces de défense et de sécurité, ils sont plus que aguerris justement pour être au front. Ça veut dire que ça devient un défi personnel pour chaque militaire que d'attaquer véritablement les ennemis du peuple. Vous voyez? Donc ils ont une conscience collective. Au-delà des militaires, j'ai vu quelques vidéos mettre en avant la contribution des populations. J'étais en train d'y arriver justement. Oui. C'est pour ça que je suis passé par le narratif lui-même. Donc les militaires, c'est les premières personnes concernées par le besoin d'usage des armes pour contrer les assaillants. Mais sans la complicité de la population, justement. Voilà pourquoi, depuis toujours, je dis que le discours qui est servi aux citoyens est fondamental. Parce que quand vous créez une conscience collective autour des idéaux qui sont porteurs et qui concernent le meilleur vivre, en tout cas chacun des citoyens, tout le monde se sent aguerri et engagé sur ce front-là. Vous voyez? Donc, c'est clair que désormais, dans toutes les communautés, en tout cas les contrées du Sahel, lorsqu'on voit un mouvement suspect, inhabituel, chaque citoyen est en mesure de remonter l'information. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est ce type de leadership qui a manqué à nos dirigeants depuis les pseudo-indépendances, qui explique aujourd'hui que nos États sont quasiment déstructurés et il n'y a pas une dynamique claire. Il n'y a pas une voie rectiligne qui permet de dire sur 2, 3, 4, 5 ans, voici là où nos sociétés pourraient être. Et c'est un pari inouï que les pays du Sahel sont en train de réussir parce que sans avoir tracé le cap, la gouvernance d'État n'est pas une aventure collective. C'est plutôt une question de vision, une question de fertilité d'esprit. Et je pense que ces 3 dirigeants ont bien compris qu'ils ont tout intérêt à sacrifier leur vie et à projeter la lumière à travers laquelle l'ensemble du peuple du Sahel va commencer à se mouvoir et à s'engager véritablement pour avoir les résultats donnés. Je ne suis pas étonné qu'ils puissent réussir ce pari-là, mais ce pari, justement, il a été réussi, non pas seulement grâce aux équipements existants, mais aussi grâce à la mobilisation de l'ensemble de la classe, en tout cas sociale, du Sahel. Il faut que cette dynamique continue. Et il faut que nous, les leaders d'opinion, en tout cas l'Afrique dans son ensemble, commence à se mobiliser face aux armes, face aux drones, etc., qui sont fabriqués par l'Occident. C'est quoi nous avons comme pouvoir,
comme arme pour les contrer. C'est notre capacité à dénoncer, notre capacité à réciter les faits et à montrer les manquements liés à la morale, à la culture, aux valeurs inhérentes à la nature humaine. Voilà ce que nous devons commencer à faire dans tous nos pays, de sorte qu'on rappelle justement à tous ces impérialistes que l'espèce humaine a besoin d'être préservée. Et il y a un travail de fond à faire. Pendant ce temps, je pense que ce travail de conscientisation, de mobilisation de conscience et d'éveil justement de tous ces esprits-là va farouchement participer à contrer tout cela et à les dénuder, de sorte qu'ils voient que en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'ombre, toute la conspiration, tout ce qui est inhumain et qu'ils posent comme acte est dénoncé et connu de tous. Il y a toujours en chaque être humain une fibre qu'on peut tirer pour éveiller en lui ce qu'il y a d'humain et qui semble oublier tout simplement. Tous ceux-là qui jouent aujourd'hui aux impérialistes, aux conquérants et tout ça, ils sont après tout des êtres humains. Il faut leur rappeler que toutes les espèces du monde travaillent pour se protéger, pour amplifier et faire grandir leur espèce. Tous ceux qui œuvrent pour décimer l'espèce humaine sont des traîtres. Et ils n'ont pas leur raison d'être justement dans notre monde. Excellence, le Burkina a publié quelques vidéos dans lesquelles on peut voir l'efficacité de la riposte des forces armées burkinabées. Les Maliens également ont réagi vigoureusement, ont capturé et neutralisé plusieurs centaines de terroristes. Ça veut dire que ces armées aujourd'hui sont de plus en plus aguerries avec la participation de la population civile. On peut se dire que dans cette dynamique-là, l'ennemi terroriste est en train d'être vaincu. C'est la montée en force des pays du Sahel au point de vue militaire qui met en rogne les pays démocratiques. Parce que ces ripostes n'étaient pas possibles il y a 5-6 ans. Mais attends, il y a 5-6 ans, c'est les militaires qui fuyaient. Comment Les gens vont, 4-5 militaires vont à la guerre avec une arme. C'est-à-dire que bon, tu tires jusqu'à ce que tu tombes, je récupère ton arme. Ou bien tu tires jusqu'à ce que tu es fatigué, je dis donne-moi Gilles. Moi aussi, je mets un chargeur et puis je fais la guerre. Est-ce qu'on fait une guerre comme ça? Donc, les pays là commandent les armes, ils payent, rubis sur ongle, on refuse de les leur livrer. Le péché aujourd'hui de la Russie, c'est de livrer ce que les gens ont payé. C'est la différence entre ceux qui ne livrent pas quand on a payé et entre ceux qui livrent quand on a payé. Donc, le péché de la Russie, c'est d'avoir livré des armes avec lesquelles les pays du Sahel vont se battre. Mais attention, les armes à elles seules ne suffisent pas. Comme il a dit, il faut formater les esprits des gens. Il faut donner le courage au peuple. Les pays du Sahel, à commencer par le Burkina à côté ici, mais ils ont renforcé le moral de leur population. Et c'est ces populations qui sont à l'avant-garde de la guerre contre le terrorisme. C'est différent de certains pays où le terrorisme tue leurs enfants, ça tue leurs soldats, mais pendant que le terrorisme tue des soldats, au lieu que le peuple se mobilise contre ce terrorisme, non, on mobilise les populations ailleurs pour combattre le régime en place parce qu'on veut que les terroristes évoluent plus rapidement. Est-ce que tu comprends la différence entre cette mentalité formatée dans le Sahel et d'autres mentalités où on veut que les terroristes avancent vite en affaiblissant les structures étatiques sur place? Donc, les pays du Sahel ont les armes qu'ils veulent. Ils les commandent, on les leur livre. Ils ont le mental qu'il faut. Ils ont formé leurs militaires. Ils ont formé leurs VDP. Et ceux-ci sont volontaires parce que personne d'entre eux n'imagine des terroristes prenant Ouagadougou, prenant Niamey, prenant Bamako, tuant, violant les femmes sur leur passage. Mais dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que les gens seraient d'accord de voir des djihadistes prendre leur capitale, de faire des violences. L'essentiel pour eux, c'est que le gars qu'eux, ils n'aiment pas là, qu'il ne soit plus au pouvoir. Mais comme Luc l'a dit, est-ce qu'ailleurs, comme vous l'estimez, est-ce que les dirigeants travaillent pour gagner la complicité de la population? Oui, c'est un travail de longue haleine. Tu sais, le dirigeant, c'est qui? Le dirigeant, quand on dit dirigeant, on voit le chef de l'État, on voit le gouvernement, le Premier ministre et les ministres. Mais si le peuple ne fait pas avec, eux, ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. C'est vrai, il faut se mettre à travailler
dans le sens de la sensibilisation du peuple. Parce que les hommes du pouvoir, seuls ils sont combien dans un pays? À peine une cinquantaine. Ils peuvent faire quoi? Il faut mobiliser les populations. Ça, ce travail, il faut le faire parce que si les populations ne sont pas sensibilisées et mobilisées, effectivement, ils auront des comportements contraires aux intérêts de leur pays. Donc, dans le Sahel, eux, ils ont reçu le coup. Mais dans les autres pays, comme le nôtre, ou comme d'autres, parce que ce n'est pas le Togo seul, hein, comme le nôtre et d'autres à côté, il faut mobiliser les populations parce que personne, aucun des pays de la sous-région n'échappera au phénomène terroriste ou au phénomène de la néoconquête de l'Afrique. Oui, mais avant de passer la parole à Luc, moi je voudrais vous relancer sur ce que vous avez dit sur votre pays, le Togo. Quand on prend par exemple une ancienne ministre des Armées qui sort une vidéo pour dénoncer le régime et s'adresser aux forces de l'ordre, pour vous, est-ce que c'est contre-productif dans la lutte contre le terrorisme? En temps normal, moi je m'en fous de ça. Mais devant les dangers communs qui nous menacent nous tous, je crois que j'aurais fait autrement. Non, je pense que ce que nous disons est extrêmement sérieux et important dans la gouvernance d'État, dans les choix politiques que les dirigeants doivent opérer. Si le peuple par lui-même se suffisait, il n'aurait pas besoin d'un dirigeant. Lorsque vous êtes dans une situation, le premier dirigeant est celui-là qui perce en premier les défis qui se posent à son pays. Et il est celui-là qui fait le là, c'est-à-dire qu'il diagnostique véritablement les difficultés, en tout cas les défis auxquels le pays fait face, et il pose le problème ouvertement et clairement à la conscience collective. Et lui-même, il fait les ouvertures nécessaires pour libérer les énergies. C'est ce que les pays de l'AES ont fait, notamment Assimi Goïta lorsqu'il est venu. Quand bien même personne au monde ne pouvait parier sur sa capacité à faire partie des forces extérieures et à résister au terrorisme, jusqu'à présent, au point même d'être sur le point de le contrer, il a décidé justement de penser à le faire. Ils y sont aujourd'hui. Les résultats auxquels ils parviennent montrent clairement qu'en fait, on a besoin d'une gouvernance par l'exemple. C'est-à-dire que le dirigeant, lorsqu'il s'inscrit comme quelqu'un qui se sacrifie véritablement, il manifeste une certaine empathie, de l'affect pour le peuple et ouvre l'esprit du peuple sur les défis et toutes les perspectives qui s'offrent à ce pays-là. Chacun des citoyens se sentira véritablement concerné. Et là, cela demande de la part du dirigeant quoi? La manifestation de ce qu'on appelle les patterns comportementaux. C'est-à-dire que vous devez télécharger votre personnalité sur certains fronts. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous parlez, on sait que vous savez de quoi vous parlez et où vous voulez justement amener le peuple dans son ensemble. C'est ce que nous souhaitons pour tous nos dirigeants. Parce que sans cela, nous allons naviguer à vue. Parce que si le dirigeant n'a pas la lumière, si chaque jour il ne s'investit pas, il n'utilise pas chacune de ces secondes pour la cause commune, et il estime que être président, c'est le palais, c'est de marcher par exemple sur le tapis rouge, être applaudi à chacun de son passage, c'est que sans questionner la cause ou la raison pour laquelle on devait l'applaudir, il y a forcément un problème. Voilà pourquoi nous sommes obligés, au regard de ce que les pays de l'AES sont en train de faire, de les accompagner parce que nous considérons qu'à travers ces actes-là, il y aura une dynamique inspirante et contagieuse précisément. Parce que si après plus de 60 ans d'indépendance, nos pays continuent de naviguer à vue et aussi balkanisés qu'ils sont, chacun se cloître dans sa bulle avec un individualisme aigu, nous constatons véritablement que c'est ça qui fait le lit des impérialistes. Il est impossible. Je promets vous relancer sur le sujet qui devient très intéressant. Mais là, nous devons marquer une pause pour des impératifs commerciaux et une nouvelle édition de journal sur votre chaîne New World Info. À très bientôt, chers amis.